13 h, l'information sur RTI 1, l'actualité de ce lundi avec la 150e conférence de l'IUP, l'Union interparlementaire qui se tient en Ouzbékistan. La Côte d'Ivoire défend la justice sociale par la voix du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, dirigeant la délégation ivoirienne à cette conférence. L'actualité également, c'est aussi la situation de l'école ivoirienne en ce moment. 4 jours après le mot d'ordre de grève dans le secteur éducation, la situation semble contrastée. Le gouvernement lance un appel à la responsabilité des enseignants. Des précisions dans ce journal. Et puis, ce 7 avril marque la journée du souvenir au Rwanda et dans le monde. Souvenir du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Une 31e commémoration. La voie est donc ouverte pour 100 jours pour rendre hommage aux 800 000 victimes massacrées au cours donc de ce génocide des Tutsis. Lundi 7 avril 2025, 4 jours après le début de la grève des enseignants en Côte d'Ivoire, la situation sur le terrain paraît contrastée. Si dans certains établissements les cours sont perturbés par l'appel à la grève de plusieurs syndicats, la réalité observée ce lundi matin par nos reporters dans certaines zones d'Abidjan offre un tableau différent. Notre équipe de reportage s'est rendue ce matin au collège moderne de la Cité des Arts et le constat est clair, les cours se déroulent, vous le voyez sur ces images, normalement. Et les enseignants sont présents dans leur salle de classe et dispensent leurs cours prévus au programme. Le constat est aussi le même dans un autre établissement primaire. Là encore, les élèves recevaient des cours dans un environnement normal d'enseignement. Et la situation de l'éducation nationale est suivie de près par le gouvernement ivoirien. Dans un communiqué du ministère de la fonction publique, il est rappelé les mesures prises dans le cadre de la trêve sociale depuis 2012 et également appelé à la responsabilité et au civisme des instigateurs des mots d'ordre de grève. Tout enseignant absent à son poste ce lundi 7 avril sera considéré comme démissionnaire. Loin de cette réalité nationale, les débats sont ouverts à l'international sur la justice sociale. Direction Tachkent, en Ouzbékistan, où se tient la 150e conférence de l'Union interparlementaire autour du thème « L'action parlementaire au service du développement et de la justice ». Les parlementaires représentés échangent sur leur rôle dans la construction d'un monde plus équitable. Et la vision de la Côte d'Ivoire en matière de justice sociale est portée par la voix du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Le rapport de cette session par Moussa Konaté et Célestin Frodo. L'action parlementaire en faveur du développement et de la justice sociale, c'est le thème de la 150e conférence de l'UIP, Union interparlementaire. Ce rendez-vous des parlements du monde entier à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, met un point d'honneur sur les inégalités sociales. À la tête de la délégation ivoirienne, le président de l'Assemblée nationale se prononce sur la contribution des parlementaires au développement social. Nous, parlementaires, nous devons, à travers nos missions de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, être une force motrice pour une justice sociale afin de garantir aux générations actuelles et futures un monde juste et équitable. Nos institutions parlementaires doivent adopter des lois qui contribuent à la réduction du chômage des jeunes, à la lutte contre la discrimination et l'exclusion. C'est dans cette dynamique que s'inscrit mon pays, qui, sous l'impulsion de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a entrepris des réformes structurelles audacieuses pour réduire les inégalités et assurer à chaque Ivoirien un bien-être et un accès équitable aux opportunités économiques et sociales. Les conflits politiques, la crise énergétique, le terrorisme source d'insécurité, des facteurs qui fragilisent la justice sociale, freinent le développement des États et impactent négativement le quotidien des populations. Face à ces constats, Adama Bictogo appelle à l'union des forces. Nous devons nous engager dans le renforcement du multilatéralisme et la solidarité internationale, et ce, par la contribution des États les plus riches en faveur de ceux avec moins de revenus ou en crise pour relever leur niveau. Par ailleurs, la coopération interparlementaire peut contribuer au développement social et à la justice sociale à travers
le partage d'expériences et de bonnes pratiques. En marge de ces assises de l'UIP, le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec son homologue de la Turquie, Kurtulmus Newman. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. La filière porcine en Côte d'Ivoire prend un nouvel élan. Un centre de formation et de spécialisation dédié au métier de l'élevage porcin est ouvert dans la ville d'Agboville. Une infrastructure moderne en application au projet Propor, un plan de renforcement de la sécurité alimentaire axé sur le développement des capacités techniques des acteurs de la filière porcine ivoirienne. Dangui. À force d'être régulièrement secouée par des vagues d'épidémies de peste depuis 1996, la filière porcine ivoirienne tourne en rond d'après des observateurs et ne couvre environ que 15% du besoin de consommation nationale selon des chiffres officiels. C'est pour la relance de cette filière à fort potentiel de création de richesses et d'emplois que le gouvernement a mis sur la table plus de 2 milliards de francs CFA sur 4 ans dans le cadre du projet Propor. Projet dont ce centre d'application et de spécialisation au métier de la filière porcine situé à Agboville, inauguré il y a quelques jours, est un composant à vocation de faire du volet génétique et formation des priorités. Les reproducteurs performants à haute valeur génétique produits au Caspor permettront une amélioration de la productivité dans les élevages et un accroissement des revenus des éleveurs. D'un autre côté, l'opérationnalisation de ce centre apportera une solution technique à la formation pratique et professionnelle des promoteurs qui souhaitent se lancer dans la filière porcine. Professionnels de la filière porcine, voici votre outil, un outil à votre disposition. Prenez-en grand soin pour avancer sur la voie du double défi de la production et de la transformation de nos filières porcines locales. Avec notamment des bâtiments administratifs de production, des logements et des véhicules utilitaires à disposition, le Caspor, centre d'application et de spécialisation au métier de la filière porcine, est capable d'être une rampe pour la relance de la filière porcine en Côte d'Ivoire. Parlons de promotion de compétences professionnelles dans le secteur de la santé. Entre départ à la retraite et carrière en cours, les travailleurs de l'Institut national de santé publique font la satisfaction de leur institut et qui fait également d'eux des modèles. Le point de Didier Nguessin. Ils font valoir leur droit à la retraite pour les uns, ils sont promus ou nommés à d'autres postes de responsabilité pour les autres. Ces travailleurs de l'Institut national de santé publique, INSP, voient leur mérite être reconnus par la direction générale. Ils sont récompensés par des trophées, des diplômes, de reconnaissance et des présents. Ils ont servi l'Institut avec abnégation, avec dévouement et qui sont aujourd'hui à la retraite. Tous ceux qui ont été promus au cours de cette cérémonie me charge de vous transmettre du fond du cœur leur sincère remerciement. Ils vous expriment leur reconnaissance pour ce que vous avez fait pour eux et pour ce que vous faites aujourd'hui pour eux en les magnifiant. Pôle d'excellence au niveau francophone en matière de recherche sur la santé, l'INSP a aussi réalisé une performance financière faisant passer ses ressources propres de 50 millions à 170 millions de francs CFA en 2024. Un travail à l'actif de sa ressource humaine. Je puis vous assurer de notre détermination en tant que direction générale, avec bien sûr la bénédiction de Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, donc de notre engagement à œuvrer pour de meilleures conditions de travail pour que chacun de nous puisse bénéficier des fruits de la réussite du personnel de l'INSP. La prise de son nouveau décret en septembre 2022 vient replacer cet institut de référence pour notre système de santé dans ses principales missions. J'attends donc que l'INSP soit la structure de référence, fournir des évidences probantes pour la prise de décisions pertinentes en matière de santé publique et de promotion de la santé. Cette journée d'hommage est du mérite des travailleurs de l'INSP et à sa première édition.
Voilà, des performances réalisées par des ressources humaines bien formées et une bonne formation aussi au cœur des préoccupations de la commune d'Adjamé qui souhaite faire de son prochain festival culturel une plateforme de promotion, de formation et de l'employabilité des jeunes de sa commune. Et pour le matérialiser, des conventions sont signées avec des partenaires tels que l'INJS et l'Agence Emploi Jeunes. Des précisions par Khalil Diomandé. La première édition du FESCAD, le Festival culturel d'Adjamé, s'annonce déjà prometteur. En prélude aux festivités, la Fondation Abou Nidal et Negazik FM offrent 1000 bons de permis de conduire et 1500 prises en charge scolaires aux jeunes de la commune d'Adjamé. Plusieurs partenariats sont également scellés avec l'INJS, l'ISTC Polytechnique, l'INFAS, l'AGFOP et l'Agence Emploi Jeunes. La jeunesse d'Adjamé a besoin d'aide. On n'a pas signé cette convention là parce qu'on a un certain nombre de jeunes qualifiés qui n'ont pas de débouché encore. Le FESCAD va créer au bas mot 500 emplois. Nous, à l'INFAS, c'est vrai que nous sommes une école de formation, mais nous faisons aussi la promotion de la culture. Tout ce qui est attrait à la culture et à la formation doit pouvoir intéresser toute la communauté et toutes les structures de formation. Pour ce FESCAD 2025, les petits plans ont été mis dans les grands. Des artistes de renom sont attendus sur la scène. Je peux vous annoncer déjà Alpha Blondy, Imra, Didi B, Gadi Seli, José, Ismaël Isaac et Tikenja. Autant dire que la fête promet d'être belle. Les initiateurs n'oublient pas non plus l'essentiel. Éducation, vecteur de croissance pour Adjamé. C'est autour de ce thème que se tiendra le FESCAD prévu du 25 au 27 juillet 2025. Formé pour gagner en efficacité, le secteur du tourisme ivoirien bénéficie d'un appui académique considérable, celui de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, qui met à son service des structures de tourisme ivoirien, du ministère du tourisme et des loisirs, son expertise pour la formation de ses agents et conseillers administratifs. Le point de Serge Coléa. L'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, apporte son expertise à la professionnalisation du secteur du tourisme. 21 agents de ce département ministériel en ressortent avec de nouvelles compétences. 2 ans de formation pour 17 agents et 4 directeurs régionaux. C'est une vision du ministère du Tourisme à travers sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à la suite de cette formation, nous allons atteindre les résultats escomptés. Voilà, le ministère sera encore plus performant. Durant la formation, nous avons appris combien de fois le tourisme est un secteur important pour le développement du pays. Dans le cadre du développement et de la mise en valeur du tourisme ivoirien à l'échelle nationale d'abord et à l'échelle internationale, le volet renforcement des capacités de nos agents est un volet qui est très important. Et une recommandation qui a été faite dans la stratégie Sublime Côte d'Ivoire pour atteindre les performances en matière de production touristique. Ce programme de formation fait suite à une convention signée entre l'INPHB et le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Objectif, renforcer les capacités des fonctionnaires et doter l'administration publique de cadres compétents. Cette cérémonie consacre la 6e promotion des conseillers et conseiller adjoint du tourisme. Et loin des priorités administratives, le roman Les frasques d'Ebinto d'Amadou Kourma apporte une autre forme de formation, celle des tourments de la jeunesse et des choix décisifs d'un destin. L'histoire sera bientôt proposée sur les grands écrans, une adaptation au cinéma que coproduit le groupe RTI. Donald Conan et Jean-Marc Djadji nous présentent les premières images du tournage. On regarde. À Grand Bassam, les caméras tournent. Costumes soigneusement choisis, décors minutieusement reconstitués. Tout est mis en œuvre pour plonger les spectateurs dans l'univers du roman d'Amadou Koné, Les frasques d'Ebinto. L'idée pour nous, c'est de donner la chance à nos œuvres littéraires très populaires d'avoir une seconde vie, on va dire, sur l'écran. Après, bien entendu, chacun pourra avoir
son interprétation selon son expérience à l'écran. Le film Ebinto adapte l'histoire poignante d'Ebinto, un adolescent qui vient d'obtenir son brevet, dont la vie bascule après une grossesse non désirée de son amie Monique. Une réalité qui résonne encore aujourd'hui, alors que le nombre de grossesses en cours de scolarité ne cesse d'augmenter. Selon le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, il a été enregistré 4137 grossesses chez les jeunes élèves au cours de l'année scolaire 2023-2024. L'œuvre, depuis plusieurs années au programme scolaire, se veut ainsi un outil de sensibilisation au-delà de sa portée littéraire. À travers cette histoire, il veut interpeller la jeunesse et ouvrir des discussions sur les conséquences des grossesses en cours de scolarité. Avec le soutien de la RTI et de plusieurs ministères, l'équipe espère mobiliser les ressources nécessaires pour mener à bien cette production d'envergure. On est très ouvert à toute forme de partenariat qui permettra à ce projet de pouvoir se faire. Après Grand Bassam, le tournage va se poursuivre pendant 1 mois et demi dans les villes d'Adiaké, Dabou et Abidjan, avant une sortie prévue dans les prochains mois. Voilà une histoire qui sensibilise contre les grossesses en milieu scolaire. Parlons de sécurité. Dans la région de la Bagoué, de nouvelles infrastructures de sécurité sont en construction dans la ville de Tingrela. Il s'agit d'un commissariat de police, d'un cantonnement des eaux et forêts et d'un centre de la protection civile. Le point de tous ces travaux avec Gervais Kouassi et Soro Corona. Ces nouvelles infrastructures sécuritaires en construction, dont un commissariat de police mixte, un cantonnement des eaux et forêts et une caserne des pompiers civils viennent pour renforcer la sécurité de la population de Tingrela, ville frontalière. De même, rendre autonome le département de Tingrela en matière de protection civile et lutter efficacement contre l'orpaillage illégal qui y sévit. Cadre de la région de la Bagoué, par ailleurs, président du conseil régional de la dite région, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a effectué le déplacement pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Bruno Nabagné-Koné, sur les chantiers des travaux, accompagné des autorités administratives et politiques de Tingrela. Progenta, à travers l'Union européenne qui finance ce projet, met à disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour contribuer aux efforts du développement ici dans la région de la Bagoué. L'objectif que l'État nous a confié, c'est surtout de contribuer auprès des forces de défense et de sécurité, d'améliorer leurs capacités opérationnelles afin de faire face à toute menace ou toute velléité. Pour nous, c'est vraiment de très grandes avancées. Parce que Tingrela, malheureusement, était jusqu'à maintenant un peu le parent pauvre au plan équipement public dans la région de la Bagoué. Ce sont des éléments, surtout des équipements absolument nécessaires pour nos populations, puisqu'il s'agit de leur sécurité, il s'agit de leur protection, il s'agit de leur bien-être. La ville de Tingrela est située à plus de 110 km de Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué. Sa caserne des pompiers civils va déconcentrer l'intervention des pompiers de Boundiali, dont la zone de couverture s'étendait à ce département. Voilà le reportage de Charles Tatou. D'autres travaux sont bien avancés sur l'axe de Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda, et avant l'ouverture de la nouvelle route. On engage de la sensibilisation sur la sécurité routière, sensibilisation qui cible les populations. On le voit avec Kader Sogodoko. L'axe Bokanda-Kwasi-Kwasi-Kro est en plein travaux de bitumage pour le grand bonheur des populations qui ont attendu longtemps pour voir ce rêve devenir une réalité. En attendant la fin des travaux, l'occasion est bonne pour sensibiliser les populations sur les enjeux de la sécurité routière. C'est ce à quoi l'ONG Communiquons Plus s'attelle. La venue du bitume impose l'appropriation par tous des règles sécuritaires en vigueur, limitation de vitesse, port de casque, etc. Ne pas omettre la sensibilisation sur le VIH-Sida. Il était important pour nous de sensibiliser nos parents afin de pouvoir avoir un comportement responsable, respecter les codes de la route. Nous aurons les voies bitumées, on aura des caniveaux. Il ne faudrait pas que ces caniveaux soient des lieux de poubelles. La sensibilisation a également touché des villages comme Ngouan-Laté, un carrefour où la joie d'avoir le bitume doit aller de pair avec la sécurité routière. Nous avons attendu le bitume depuis longtemps et lors de la visite d'État du président de la République, il nous l'a promis. Et chose faite, et nous sommes très contents.
Ça va vraiment désenclaver le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Nous les femmes, nous sommes très contentes pour le goudron parce que ça nous permet de vendre nos marchandises. L'ONG Communiquons Plus a, au cours de cette campagne de sensibilisation, distribué des casques aux motocyclistes. Les chefs-lieux, Kwasi-Kwasi-Kro et Bokanda, verront également certaines de leurs rues bitumées. Ces travaux engagés sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara permettront également d'accéder facilement à Boaké, chef-lieu de la région de Béké, situé à seulement une 60aine de kilomètres. Justement, nous nous rendons à Boaké où une action sociale est menée par les Femmes Unies de Côte d'Ivoire, une organisation exclusivement féminine qui mène des actions dans les prisons et pouponnières. Le rapport de Gervais Kwasi et Soro Corona. Femme leader et son foyer. C'est le thème choisi par les Femmes Unies de Côte d'Ivoire lors de leur rencontre à Boaké. La conférencière, Kla Aoulou, réputée pour son dynamisme dans le monde des affaires, souligne que la réussite professionnelle d'une femme dépend de l'épanouissement, surtout de sa petite famille, à savoir ses enfants et son époux. Une femme leader se caractérise par le soutien de son conjoint à tel renchéri. Les Femmes Unies, qui font également du social l'une de leurs priorités, ont fait don de vivre et non-vivre aux prisonnières de la maison d'arrêt et de correction de Boaké. Les pensionnaires de la maison des bébés d'Ingatakuru ont été aussi soulagés. On a choisi ces deux structures parce que d'abord, la maison d'arrêt, je me dis que nous sommes toutes des prisonnières en sursis. Nous toutes, on peut se retrouver de l'autre côté. Et donc, on a pensé à nos sœurs là, juste contribuer pour dire que nous sommes avec elles, qu'elles ne sont pas seules. Et la maison des bébés aussi, c'est dire que c'est des bébés qui sont délaissés, qui n'ont pratiquement personne. Et juste leur apporter notre aide aussi. Les bénéficiaires, à l'image de l'administrateur de la maison des bébés, témoignent de leur reconnaissance à l'endroit de l'organisation bienfaitrice. Elles ont répondu aux besoins de nos enfants et c'est avec le cœur qu'elles ont fait ce geste. Et nous croyons pouvoir les utiliser à bon escient pour le bien de ces enfants et ces dons sont les bienvenus. Les femmes entendent prendre la place qui est la leur dans l'essor économique et la stabilité du pays. On m'a appelé les Femmes Unies. Parlons d'un produit bien propre à la Côte d'Ivoire, l'atiéké. L'atiéké était la star de la journée Côte d'Ivoire récemment en Afrique du Sud, une journée organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Le point de Jean-Marc Djadji. L'atiéké est à l'honneur de la journée Côte d'Ivoire, initiée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Inscrite depuis 2024 sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, ce mets du terroir est valorisé. Un stand d'exposition, une masterclass sur le processus de cuisson avec 65 étudiants ont animé cette journée. Nous sommes satisfaits. L'objectif de cette journée était de valoriser l'atiéké de Côte d'Ivoire et de montrer la richesse de notre gastronomie. Pour atteindre cet objectif, plusieurs chefs cuistots ont été invités sur le sol africain. Plus de 400 personnes, au nombre desquelles plusieurs diplomates des chancelleries accrédités en Afrique du Sud, ont participé à cette activité culturelle. Voilà, ticket porte-bonheur de la Côte d'Ivoire. Parlons de formation, une nécessité à l'employabilité, des actions accomplies pour favoriser l'employabilité de la jeunesse en Côte d'Ivoire. 83 jeunes ont été formés à la mécanique automobile et sont mis sur le marché de l'emploi. Des compétences acquises par le projet ProJeunes, initiative de l'ONG internationale IRC qui est soutenue par le gouvernement ivoirien. Eugène Atoubé nous en dit plus. Sur le visage de ces jeunes filles et garçons, le bonheur de pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Ils sont au total 83, au nombre desquels 19 femmes, à obtenir leur attestation de fin de formation en mécanique automobile dans 2 spécialités, moteur diesel et boîte de vitesse. C'est une nouvelle chance pour moi, voilà, une deuxième vie pour moi parce que j'avais longtemps arrêté les études et aujourd'hui, cette formation m'a permis d'être attesté et je sors vainqueur. Moi, j'ai eu à étudier la boîte de vitesse, le système de fonctionnement de la boîte de vitesse. Après cette formation, ça peut m'ouvrir beaucoup de portes en termes d'emploi. Nous avons formé plus de 8000 jeunes depuis 2017 et ce que nous aimerions voir, c'est encore plus d'entreprises en fait, qui sont capables et volontaires pour accueillir ces jeunes-là afin de leur donner une première expérience professionnelle, voire même de les embaucher. Les représentants de ces 2 organisations exhortent les nouveaux mécaniciens automobiles
à être des acteurs participant au développement de la Côte d'Ivoire, au-delà de leur qualification qui leur ouvre la route de l'insertion professionnelle. Nous, ce qu'on veut toujours, c'est valoriser des bonnes pratiques d'insertion professionnelle. Il y a beaucoup de programmes qui échouent, qui ne marchent pas. Ce que nous, on mesure en termes d'indicateurs, non? Quand on fait la formation professionnelle, ce n'est pas la formation professionnelle en soi-même, c'est l'employabilité. Aujourd'hui, il y a un vivier et nous sommes sur des métiers dans la mécanique qui évoluent, des métiers où aujourd'hui il ne suffit pas d'être un mécanicien, il faut aussi savoir lire, il faut savoir écrire, il faut savoir accepter des formations. Le projet ProJeunes a été lancé en 2023 avec le concours du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il implique 300 jeunes de 18 à 35 ans, déscolarisés ou non scolarisés dans le district d'Abidjan et la région du Tchologo. L'actualité hors de nos frontières à présent avec le Mali et ses alliés de l'AES, le Niger et le Burkina Faso, qui rappellent leur ambassadeur à Alger, l'Algérie, qu'ils ont accusé d'avoir abattu fin mars 2024 un drone de 2025, un drone de l'armée de Bamako dans le nord du territoire malien, près de la frontière algérienne. Le 1er avril dernier, Alger avait dit avoir abattu un drone de reconnaissance armée qui s'était introduit sur son espace aérien. Le Mali dit avoir mené une enquête et conclut c'est une action hostile préméditée du régime algérien et ajoute qu'il s'agit d'un acte d'agression inédit, donc raison de ce rappel de ces 3 ambassadeurs. Ce 7 avril, c'est une journée du souvenir au Rwanda, mais aussi dans le monde. Souvenir du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Cette journée marque la 31e commémoration. Des commémorations qui, comme chaque année, vont durer 100 jours pour rendre hommage aux plus de 800 000 victimes des massacres commis. Et pour les rescapés, c'est un moment qui se prépare en groupe pour surmonter ensemble cette période où les souvenirs et traumatismes ressurgissent. L'actualité économique du monde marquée par les places financières européennes et asiatiques qui s'ouvrent en crise ce lundi face à l'inflexibilité de Donald Trump concernant les droits de douane imposés aux partenaires commerciaux du monde des États-Unis. Ce lundi 7 avril, soit 5 jours après cette imposition, on a par exemple les bourses de Tokyo qui a rapidement dévissé de plus de 7%, tandis qu'à Séoul, on observe une dégringolade de plus de 4,5%. La bourse de Hong Kong clôture en baisse de 13,22%, un record depuis 1997. Et sur le vieux continent, à Francfort, une chute est constatée de 8%. C'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur rti.info et puis le prochain journal sur RTI1 est à 20h avec Marie-Laure Ngoran. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI1 et rendez-vous à demain, 13h.